Bonjour Florent Wadillo, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc directeur conseil éthique et souveraineté chez Sopra Steria Next, la marque de conseil en transformation digitale du groupe Sopra Steria, qui est l'un des leaders européens du conseil des services numériques et de l'édition de logiciels. Et je le disais en titre, vous venez de publier ce troisième baromètre des dirigeants qui est réalisé avec Via Voice, Les Échos, Radio Classique. Le mode d'emploi, 435 chefs d'entreprise représentatifs des PME et des ETI françaises ont été interrogées. Et peut-être que le premier mot qu'il faut citer, Florent Wadillo, c'est le mot confiance, malgré la crise. Ça peut surprendre, mais elle est là. En effet, c'est même surprenant quand on regarde les enquêtes d'opinion pour la population en général. On a 53% des entreprises interrogées qui ont confiance dans l'avenir. Et cette confiance, en fait, elle se base sur plusieurs indicateurs qui sont intéressants à souligner. Le premier, c'est le chiffre d'affaires, par exemple, puisque les entreprises estiment à plus de 47% que le chiffre d'affaires sera stable et à plus de 33% qu'il sera en progression. Donc c'est un peu surprenant dans un contexte de crise et c'est indéniablement un vrai facteur d'explication. Le deuxième élément, c'est aussi qu'à 54%, ils estiment que la progression de la campagne vaccinale, le retour à la vie normale, va être un élément qui leur permettra de retourner à une situation économique stable. Donc cet élément est très important. On note une petite chose qui est intéressante, c'est que plus l'entreprise est grosse en taille, plus elle a confiance parce qu'elle semble plus résiliente, plus à même de passer le cap actuel. Oui, et on retrouvera ça, cette différenciation en fonction de la taille des entreprises sur d'autres thèmes. Alors, parmi les leviers d'action qui sont privilégiés par les chefs d'entreprise, par les dirigeants pour sortir de cette crise, là aussi c'est intéressant de les analyser. Il y a le fait d'en profiter, si j'ose dire, pour revoir leur organisation. Oui, en effet, plusieurs indicateurs sont testés sur cette organisation à changer. La première, c'est la communication avec les équipes et l'autonomisation des équipes. Là encore, quelle que soit la taille des entreprises, il y a des variations évidemment, les entreprises estiment que c'est un axe d'amélioration dans les prochains mois à mettre en œuvre. On le retrouve également sur la communication. Ils estiment qu'une communication plus régulière, plus transparente est un objectif qu'il faut développer. Donc on le voit, la crise, elle a aussi mis à mal les dispositifs existants, mais elle a mis aussi en œuvre un mécanisme de résilience puisque les entreprises s'interrogent sur leurs process et s'apprêtent dans les semaines à venir à les modifier. Oui, alors avec notamment, j'ai retenu ce chiffre parmi les actions prioritaires. Je crois que celle qui arrive en tête de justesse, mais celle qui arrive en première position, c'est motiver ses équipes pour 58% des dirigeants. Est-ce que vous y voyez un effet du télétravail, du développement du télétravail, ce sentiment peut-être d'être moins en phase ou moins en lien avec ses équipes? Oui, c'est indéniable. Le télétravail éloigne la capacité de management. On le voit aussi sur les enquêtes, quand elles sont réalisées par certaines entreprises, il y a de la part des salariés une montée du mal-être au travail, une montée aussi des risques psychosociaux. Donc les entreprises ont conscience du fait qu'il faut rapprocher en quelque sorte le salarié des objectifs et puis créer ce lien. Oui, mais c'est même un défi pour les managers. C'est un défi. On avait fait une émission Éthique et Smart sur ce thème-là. Il faut revoir les modes de management pour beaucoup d'entre eux. En effet, il faut revoir les modes de management. Il faut revoir aussi le principe de convivialité, dont on oublie qu'elle est aussi un élément du management et qui est un peu mis à mal par le télétravail. Et puis, les entreprises sont aussi totalement à l'unisson de la société. Et on le voit, les enquêtes d'opinion montrent qu'il y a une déprime qui s'installe, une lassitude de la situation sanitaire. Et donc, naturellement, les entreprises prennent conscience du fait que leurs collaborateurs sont intéressants à suivre de ce point de vue-là, d'autant que certaines entreprises sont plus en proie à la guerre des talents et qu'il faut donc fidéliser les collaborateurs avec plus d'acuité qu'auparavant. Et alors, toujours sur le télétravail, là c'est intéressant parce qu'effectivement on voit qu'en fonction de la taille de l'entreprise, les réponses varient vraiment beaucoup. Donc ces chiffres qui sont dans le baromètre évidemment, 71%, ça c'est le chiffre global, 71% des dirigeants ne pensent pas pérenniser le télétravail, mais si on va dans les entreprises de plus de 1000 salariés, et là on arrive à ce chiffre que vous voyez, 80% disent on va pérenniser le télétravail. Bref, plus l'entreprise grossit, plus le télétravail s'installe dans la durée. Pourquoi? Comment vous l'expliquez? La césure est remarquable de ce point de vue-là, puisqu'effectivement, la taille de l'entreprise conditionne cela. Moi, je vois trois facteurs cumulatifs qui pourraient justifier cet élément-là. Le premier, c'est le segment d'activité, parce qu'effectivement, il y a des entreprises qui ont plusieurs segments d'activité, qui donc peuvent maintenir un télétravail sur certains segments et pas d'autres. Alors que quand on a une monospécialisation, eh bien, nécessairement, le télétravail peut être une difficulté. Mais ça ne justifie pas tout. Le deuxième élément, je pense que c'est lié à l'infrastructure. Et on le voit sur le précédent
précédent baromètre, les questions d'investissement dans la transformation digitale, là encore, une césure se manifeste entre les grosses structures et les petites structures. Donc, plus votre infrastructure informatique est développée, plus votre transformation digitale est avancée, naturellement, plus vous êtes encline à laisser le télétravail courir. Et puis le troisième élément, qui pour moi est un élément psychologique, c'est que le télétravail garde néanmoins la réputation d'être adéquat pour le secteur tertiaire et pour les grosses structures. Il y a donc dans la transformation digitale une forme d'idée que ça n'est pas pour les petites structures, alors même que c'est un enjeu absolument déterminant pour leur modernisation, leur capacité à poursuivre leur activité économique. Oui, alors, et avec, sur les enjeux de la numérisation, la priorité, c'est la relation client. Évidemment. Ça semble logique, hein, c'est ce qui ressort en premier. Évidemment, c'est ce que les entreprises distinguent, avec là encore une césure entre les grandes entreprises pour lesquelles c'est à plus de 80% une nécessité, et pour les plus petites structures, on est à 63%. On est vraiment sur une vraie cohérence, hein, parce que la relation client a été considérablement changée au cours de cette crise. Et naturellement, celles qui ont pu accroître ce changement, ce sont celles qui avaient les plus grands dispositifs de transformation digitale. Oui, alors justement, si on sort simplement du télétravail, mais plus globalement sur cette question de numérisation, ils prévoient quoi, les chefs d'entreprise, les dirigeants que vous avez sondés pour cette année 2021 en matière de transformation numérique? Alors on le voit, le premier élément, c'est la relation client. Donc ce qu'on a dit. On envisage très clairement des interfaces, des suivis, la fidélisation. La deuxième, c'est un impact plus global, qui est le travail de la résilience. Donc la résilience suppose à la fois la supply chain, l'ensemble des process internes, la capacité d'audit qui soit interne, mais également sur les relations clients, et en particulier sur la chaîne logistique. Lorsqu'on est au-delà de 250 salariés, il y a un intérêt particulier pour aller dans la transformation digitale de cette chaîne logistique. Donc on le voit, il y a des points forts qui se distinguent avec, de la part des entreprises de plus de 1000 salariés, un signal fort, c'est qu'elles estiment avoir déjà accompli une grande partie du chemin. Donc nécessairement, le pas à franchir est moindre que pour les plus petites structures. Et puis alors, dans ce baromètre, il y a toujours une question d'actualité et elle est en plein dans les thématiques de Smart Impact, puisque vous questionnez les chefs d'entreprise sur la loi climat et résilience. Regardez les résultats. Elle est jugée incontournable, compte tenu de la situation de la planète, pour 47% des chefs d'entreprise et dirigeants. Nécessaire, mais c'est aussi un frein pour la reprise des entreprises, 44%. Un moyen de transformer notre économie, 29%. Un sérieux handicap dans cette période de relance, 20%. Une réponse à cette crise, 7%. Ils sont partagés, les chefs d'entreprise, mais avec quand même, si on fait les cumuls, ils sont quand même plutôt sceptiques ou inquiets ou négatifs. Je ne sais pas quel adjectif employer. On sera politiquement correct, on dirait qu'il y a une inquiétude, c'est évident. Une inquiétude qui dépend là encore de la taille des entreprises, puisque 66% des entreprises de moins de 99 salariés estiment que c'est soit un frein, soit un handicap, tandis qu'on est à 51% pour les plus de 1000. La césure, en général, se fait au niveau de 250 salariés, qui est un vrai élément de césure. Donc, quels sont les éléments qu'on peut mettre en avant? D'abord, il est compliqué aujourd'hui, au regard du débat sociétal, de dire qu'on ne peut absolument pas faire de transition environnementale. Donc je pense que ça crée un socle. Deuxième élément, la loi était en cours de discussion et les éléments de débat dans la société ont aussi perturbé la capacité à se prononcer de manière tout à fait directe et sincère. Et puis enfin, il y a une pression de la part des collaborateurs, mais également des clients, qui poussent vers ce genre de transition environnementale, vers le fait d'adhérer à cela. Et donc, les entreprises sont un peu prises en étau, elles doivent faire une mutation, et cette mutation, elles estiment qu'elle est un peu imposée à leur structure. Merci beaucoup Florent Vadillo. À bientôt sur Bismart. Justement, tiens, on va en parler de la loi climat et résilience sur l'angle de l'artificialisation des sols. Faut-il interdire les entrepôts du e-commerce, en tout cas de nouveaux entrepôts? Débat tout de suite.